Et mince, j'ai perdu ce que je disais, j'ai oublié. Je peux mettre pause et revenir en arrière pour regarder ce que j'ai dit? Aïe, aïe, aïe. Bonjour, je m'appelle Savannah. Je sais pas trop par où commencer. J'ai beaucoup de choses à vous raconter. Je voulais vous parler d'autisme et j'arrive pas à me lancer. Ok. Bon. C'est parti. En 2019, quand j'étais enceinte de mon fils, j'ai rencontré une personne qui m'a dit être autiste Asperger. Et j'avoue que ça m'a beaucoup intriguée parce que j'en avais déjà entendu parler, mais j'en avais jamais rencontré. Et j'ai eu envie d'approfondir un peu mes recherches. Donc quand j'ai rencontré cette personne, je lui ai posé beaucoup de questions sur sa vie et sur l'incidence que pouvait avoir l'autisme sur son quotidien. Et c'est vrai qu'on avait énormément de points communs. Et au début, j'attribuais ça à un éventuel haut potentiel intellectuel qui avait été décelé chez moi ou à une autre maladie qu'on m'avait diagnostiquée, qui est une hypersomnie idiopathique. Je ne m'identifiais pas encore à l'autisme. Mais en tout cas, je sentais que j'avais beaucoup de points communs avec cette personne et j'avais envie de creuser un peu. Et donc pendant plusieurs jours, puis plusieurs semaines, j'ai regardé énormément de vidéos sur l'autisme. Au bout de 8 mois, j'ai décidé de parler de mes suspicions à mes proches. Donc je me suis dit, c'est le moment quoi. Là, il y a quelque chose, il faut leur dire. Et en même temps, j'avais vu beaucoup de témoignages de personnes adultes diagnostiquées autistes tardivement et j'appréhendais un petit peu leurs réactions. D'ailleurs, ça s'est pas fait attendre et bien sûr, au début, ils m'ont pas du tout pris au sérieux. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'elle va encore nous inventer, celle-là, c'est pas possible, elle s'est auto-convaincue de quelque chose, enfin... voilà, la réaction dans ma famille et mes proches n'était pas forcément celle que j'attendais. Et en même temps, je m'y attendais. Donc bon, on va dire que ça s'équilibre. Finalement, j'ai pas eu envie de faire durer le suspense très longtemps. Donc j'ai rapidement cherché à rencontrer une psychologue spécialisée dans l'autisme. J'ai trouvé des coordonnées de psychologues spécialisés dans l'autisme sur Internet, dans ma région. J'ai téléphoné. Et la personne sur laquelle je suis tombée m'a dit qu'elle ne prenait pas de nouveaux patients. Et un peu désespérée, je lui ai demandé mais peut-être que vous auriez une consoeur ou un confrère à me recommander dans ce cas. Et c'est ce qu'elle a fait. Et c'est comme ça que j'ai rencontré ma psychologue, qui est toujours ma psy actuellement, et qui a pu mettre des mots en fait sur les difficultés que je pouvais avoir au quotidien. Et dès la première séance, elle m'a dit que l'autisme, en ce qui me concernait, était a priori une très bonne hypothèse d'une forme qu'on appelait avant le syndrome d'Asperger, mais on n'utilise plus du tout cette appellation aujourd'hui. Et moi personnellement, je préfère dire que je suis juste autiste. À partir du moment où j'ai rencontré cette psychologue, j'ai entamé donc ce qu'on appelle un processus de démarche diagnostique, c'est-à-dire que j'ai entrepris de rencontrer les professionnels de santé qui sont habilités à poser des diagnostics officiels pour faire reconnaître ma situation. J'ai rencontré un médecin généraliste spécialisé dans l'autisme qui travaille par ailleurs dans un CRA, donc un centre ressources autisme, et donc il m'a orientée vers ce CRA. Et après avoir passé de longs mois sur liste d'attente, petite parenthèse, je dis de longs mois, mais en réalité j'ai pas attendu très longtemps par rapport à la plupart des gens, pour des raisons que je vous expliquerai peut-être plus tard. En novembre 2021, finalement, j'ai eu la remise de mon diagnostic par ce CRA, qui confirme donc un diagnostic de trouble du spectre autistique qui correspond à une forme qu'on appelait auparavant le syndrome d'Asperger, donc sans déficience intellectuelle ni retard de langage. Je n'ai pas effectué de test de QI, mais l'hypothèse des médecins est de dire que j'ai probablement un haut potentiel intellectuel, si c'est pas ça, à minima un quotient verbal relativement élevé. Après, en soi, ça me fait une belle jambe. Moi, personnellement, je ne m'identifie pas vraiment à une personnalité au potentiel. En tout cas, aujourd'hui, c'est plus le cas. Je me suis rendu compte que les troubles que je pensais avoir, qui pouvaient être liés à un haut potentiel, finalement, n'avaient rien à voir avec ça, mais étaient liés à l'autisme. Voilà, c'est officiel, je suis autiste. Alors, c'est très amusant parce que officiellement, c'est tout neuf. Voilà, je suis autiste depuis novembre 2021. Mais en réalité, je suis née autiste et je le suis depuis toute ma vie. Et c'est vrai que quand on se rend compte à l'âge adulte qu'on est autiste,
Ça apporte une nouvelle clé de lecture sur l'ensemble de sa vie et on a tendance à se replonger dans des souvenirs depuis la toute petite enfance, en passant par l'adolescence et à l'âge adulte, où on se rend compte de tous ces moments qui nous avaient échappé, qu'on n'avait pas compris, que j'avais pas compris. Des moments aussi où je me jugeais moi-même très sévèrement, où je pensais que j'agissais, je comprenais pas mes propres réactions en fait. Vraiment, je me comprenais pas. Et puis d'avoir aujourd'hui cette clé de lecture, ça m'a vraiment appris à me découvrir, à savoir qui j'étais. Et puis j'ai compris les réactions que je pouvais avoir dans différentes situations qui jusque-là m'étaient vraiment... comment vous dire, j'avais pas de mots en fait pour décrire ce que je ressentais et ce que je vivais. Et en découvrant l'autisme et la communauté des autistes sur Internet et en côtoyant des personnes autistes aussi dans la vraie vie, vraiment ça m'a permis de développer un nouveau vocabulaire, une nouvelle manière d'appréhender les choses, un nouveau point de vue même je dirais sur la vie en général. Et ça fait partie des choses que je voulais partager avec vous. Qu'est-ce que c'est que l'autisme ? Oui, parce que c'est de ça qu'on parle quand même depuis le début. Le diagnostic d'autisme, il repose sur plusieurs critères qu'on va réunir sous une appellation qu'on appelle communément la dyade de l'autisme ou la triade de l'autisme. Ça dépend comment on répartit ces catégories de symptômes. En gros, la première catégorie, ça va être les difficultés liées à la communication et aux interactions sociales. Le deuxième critère diagnostique, c'est les comportements répétitifs, le besoin de répétition, l'inflexibilité mentale, c'est-à-dire la difficulté de faire face aux changements et aux situations nouvelles. C'est un résumé vraiment très restreint en fait de ce que peut être l'autisme parce que en ayant dit ça finalement j'ai pas dit grand chose. Quelque part des problèmes de communication tout le monde peut en avoir, il n'y a pas besoin d'être autiste pour ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire quand on est autiste avoir des difficultés liées à la communication et des difficultés dans les interactions sociales? Ça, je pourrais vous l'expliquer. Et d'autre part, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un besoin de répétition et d'avoir des difficultés d'inflexibilité mentale? Pareil, là non plus, je n'ai pas dit grand-chose de ce que ça peut avoir en fait, en termes de conséquences sur notre fonctionnement et sur notre vie. On trouve des autistes de tous les âges, de toutes les catégories de genre, de tous les niveaux de quotient intellectuel. Et aussi, on trouve des autistes en bonne santé et des autistes en moins bonne santé qui peuvent avoir par ailleurs d'autres types de handicap ou de pathologies. Le plus simple pour moi, c'est quand même de vous dire quelles sont les difficultés que moi je rencontre pour essayer de donner des exemples concrets de ce que ça peut impliquer. Et en même temps, je suis qu'un cas parmi tant d'autres, quoi. Ce que je vis n'est pas forcément représentatif de ce que vivent tous les autistes. Et si vous êtes autiste et que vous vous retrouvez pas dans ce que je dis, ça veut pas dire que vous n'êtes pas autiste ou que moi je le suis pas. Il faut comprendre qu'on est tous différents, qu'on soit autiste ou qu'on ne le soit pas. Tous les neurotypiques sont différents, donc tous les autistes sont différents. C'est vraiment la base, c'est la diversité des humains, quoi. J'avais pas du tout prévu de faire une vidéo pour parler de mes spécificités liées à l'autisme, mais enfin je me suis dit que quand même c'était pas mal de faire une petite introduction à ce sujet pour que vous puissiez comprendre d'où je m'exprime. Voilà, je suis une maman de 2 enfants en bas âge qui a été diagnostiquée autiste à l'âge de 30 ans. Mes enfants donc ont 2 ans et 4 ans. Ma fille aussi a été diagnostiquée autiste l'année dernière, quelques mois avant moi. Elle aussi, elle a été évaluée sans déficience intellectuelle ni retard de langage et même avec une certaine précocité. A priori, pour beaucoup de mes proches et puis pour la plupart des gens que je vais rencontrer dans la vie de tous les jours, que ce soit le boulanger, la maîtresse d'école ou mon voisin, enfin a priori ils ne savent pas que je suis autiste et si je leur dis, ils vont avoir tous un peu la même réaction, c'est « Ah bah ça se voit pas ». Mais en fait c'est normal, c'est parce que l'autisme c'est pas quelque chose qui se voit sur la tête des gens a priori. Donc c'est plutôt un handicap considéré comme invisible. Après, moi personnellement, je suis pas partisane de dire que l'autisme est un handicap en soi. J'ai plus l'impression que c'est une manière d'être qui est différente, une condition neurodéveloppementale différente. Aujourd'hui, le discours scientifique, il utilise le terme de trouble neurodéveloppemental. Donc il y a toujours ce côté où il y a un trouble, quoi. Alors que moi personnellement, j'ai plutôt l'impression que juste ma manière de fonctionner est différente de la plupart des gens, mais c'est pas forcément un problème en soi. C'est des situations dans lesquelles je vais me retrouver qui vont finalement m'handicaper. Donc par exemple, j'ai une hypersensibilité auditive qui est
très très importante et qui est d'ailleurs très handicapante dans mon quotidien. Il suffit que j'aille faire mes courses ou que je sorte marcher dans la rue le long d'une route avec beaucoup de voitures et ça suffit pour me mettre dans des situations physiquement très, très difficiles à supporter. Quand je vais écouter de la musique par exemple, ou quand je vais me balader en forêt ou dans la nature, mon hypersensibilité auditive, elle m'apparaît vraiment comme un don, comme une bénédiction. Comment vous dire? J'ai une particularité qui est assez commune chez beaucoup d'autistes. Ça s'appelle la synesthésie. Donc en fait, c'est nos sens qui se mélangent un petit peu dans notre tête. Les synesthésies qu'on voit le plus fréquemment, ça va être par exemple les gens qui vont voir les mots ou les chiffres en couleur. Donc ou pourquoi pas même la musique en couleur. Moi, en ce qui me concerne, j'ai surtout comment vous dire ça, les sons me touchent physiquement. Je ressens vraiment une sensation tactile par les sons. Et donc si ce sont des sons désagréables, comme pour moi en tout cas, un moteur de voiture est un son désagréable, ça va plutôt me faire frissonner et me crisper physiquement. Si c'est un bruit fort et soudain, comme je sais pas moi, le gyrophare d'une ambulance, là ça va vraiment c'est douloureux physiquement, ça me prend dans tout le corps, ça me fait mal aux oreilles, ça me fait mal au ventre, ça me fait mal au cœur. Alors que si je suis dans la nature et que j'entends le chant des oiseaux par exemple, ou le vent qui souffle dans les branches d'un arbre, j'ai l'impression d'avoir des caresses sur mon corps. C'est une sensation physique extrêmement agréable et très ressourçante. Je vis moi personnellement mon autisme comme un handicap de situation, c'est-à-dire qu'il y a des situations dans lesquelles je vais être en difficulté et d'autres dans lesquelles je vais me sentir plutôt avantagée. Quand j'ai rencontré le psychiatre responsable du CRA où j'ai reçu mon diagnostic, il m'a expliqué sa propre vision de l'autisme. Et pour lui, l'autisme, c'est une incapacité structurelle à hiérarchiser les informations. Et j'ai trouvé ça assez juste, parce que c'est vrai que j'ai pas du tout l'impression d'avoir une capacité naturelle à hiérarchiser les informations. Et ça dans plein de domaines de ma vie. Et donc ça peut être des informations, on va dire, verbales. Si tu me donnes plein d'informations à retenir, une liste de choses à faire ou que sais-je, je vais avoir énormément de difficultés à intégrer cette liste et à faire les choses dans le bon ordre, etc. Mais je peux avoir aussi beaucoup de difficultés à traiter les informations sensorielles. Ça, je n'en ai pas encore parlé. Un des critères de diagnostic de l'autisme, c'est le fait d'avoir des spécificités sensorielles. Donc eux, évidemment, appellent ça des troubles sensoriels. Hein. On aura compris que les diagnostics médicaux ont du mal à sortir des catégories pathologisantes de l'autisme. En ce qui me concerne, mon cerveau, pour mes difficultés auditives, a énormément en fait de mal à hiérarchiser les informations sonores. Et donc si je suis à une terrasse de café en train de discuter avec des amis, en réalité je suis surtout en train d'essayer d'entendre ce qu'ils me disent, parce qu'il y a le bruit des verres qui se cognent l'un contre l'autre, il y a le bruit de la conversation de la personne derrière moi qui parle avec son voisin à la table d'à côté, que j'entends comme si elle me parlait à moi. Il y a les voitures qui passent éventuellement sur le trottoir, et puis les piétons qui font peut-être du brouhaha. Bon, tout ça, c'est des informations vraiment que mon cerveau n'arrive pas à gérer et à traiter tout à la fois. Et ce qui fait que la voix de mon interlocuteur apparaît comme un petit élément dans tout ce tumulte sonore, quoi. Les difficultés liées à la communication chez les autistes, ça peut se faire à plusieurs niveaux. Déjà, il va y avoir des difficultés liées à tout ce qui est communication non verbale, compréhension des expressions faciales, ce genre de choses. Quand on est autiste, on a plus de difficultés que les non-autistes à comprendre l'implicite, le non-dit, les sous-entendus. Et l'apprentissage de la communication non verbale repose sur de l'implicite en fait. Donc c'est en observant la gestuelle de nos proches rapportée à certains contextes que inconsciemment on va reproduire ces mêmes gestuels. Et quand on est autiste, cette automatique-là ne se fait pas vraiment. Il faut qu'on y pense consciemment. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre à développer une gestuelle. Donc par exemple là j'utilise ma main pour marquer et appuyer mon propos. Mais c'est quelque chose que j'ai vraiment appris à faire et qui n'est pas du tout inné. Après, bon, les neurotypiques aussi apprennent à utiliser une gestuelle, etc. Mais là, ça va beaucoup plus loin. Donc, par exemple, moi, quand j'étais enfant, il y avait des expressions faciales, des émotions que je n'arrivais pas à faire avec mon visage, notamment le mépris. Et donc, je me souviens d'avoir passé des heures dans la glace de ma salle de bain à essayer de feindre une expression de mépris sur mon visage. Plus récemment, j'ai essayé de le faire pour la colère. J'ai énormément de mal à avoir l'air d'être en colère. Mais quand on a des enfants, parfois c'est pratique. On peut avoir des difficultés nous-mêmes à utiliser ces signes, ces gestes de communication non verbale ou les expressions faciales.
et on va avoir aussi des difficultés à prendre en compte ces informations-là chez nos interlocuteurs. Par exemple, une difficulté que je rencontre assez fréquemment dans la communication, c'est quand je parle d'un sujet qui me passionne à mon interlocuteur et que lui, c'est un sujet qui le passionne pas, voire qui l'intéresse pas du tout. Et en fait, je suis tellement concentrée sur ce que je suis en train de dire et le développement de ma pensée. Et puis, je suis prise aussi dans l'excitation parce que comme c'est un sujet qui me passionne, et ben, ça génère pas mal de tumulte à l'intérieur, mais en bien. Je prête pas du tout attention en fait aux éléments de communication non verbale. Et ça, c'est un problème parce que en fait, au bout d'un moment, mon interlocuteur, il m'écoute plus. Des fois, il est poli, donc il le dit pas et il fait semblant d'écouter un moment. Et des fois, au bout d'un moment, il arrive même plus à faire semblant d'écouter et il a juste envie de dire ce serait bien si t'arrêtais de me parler maintenant parce que tu vois, j'ai envie de faire autre chose. Sauf que moi, ça, je le vois pas du tout. Enfin, si, je le vois au bout d'un long moment. Et quand je me rends compte, d'ailleurs, généralement, je suis extrêmement mal à l'aise. Et d'ailleurs, c'est pas pour autant que je m'arrête de parler. Et donc, ça me permet de rebondir sur autre chose. C'est que j'ai une manière de communiquer qui est typique d'une certaine catégorie d'autistes. C'est que je suis dans l'hypercommunication, en fait. Je parle énormément, beaucoup, et ça a tendance à être assez lourd et difficile à supporter pour mes proches, à qui je demande finalement une attention permanente, une écoute attentive de tout instant, et qui est forcément coûteuse en énergie pour eux. Et en fait, c'est pas humain de pouvoir m'écouter autant. Même moi, j'arrive pas à toujours prêter attention à ce que je dis. Dans les interactions sociales, les difficultés que je peux avoir, en ce qui me concerne, c'est toujours lié à l'implicite. C'est que j'ai du mal à savoir quand on est dans une conversation de groupe, quand est-ce que c'est à mon tour de parler, quand est-ce que je dois rendre la parole. Si j'ai une idée qui me vient, j'ai tendance à vouloir la dire tout de suite avant que l'idée s'échappe de ma tête. Et du coup, je coupe la parole. Et en fait, j'aime pas du tout faire ça. Parce que déjà, moi-même, quand on me coupe la parole, je déteste. Parce que du coup, j'oublie ce que j'étais en train de dire et j'ai beaucoup de difficultés à y revenir. Et donc, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire subir à mon interlocuteur non plus. Et pourtant, ça me demande une énergie considérable de me concentrer pour ne pas interrompre l'autre et pour l'écouter, en fait. J'ai une capacité d'écoute et d'attention qui est assez limitée, et même je dirais qu'il peut être très très compliqué selon les sujets de conversation. Donc c'est sûr que si vous me parlez de sujets qui me passionnent, évidemment je vais, je vais être attentive comme jamais, et je pourrais presque vous réciter par cœur toutes les phrases que vous m'avez dites. Mais si vous commencez à me raconter votre vie, votre ménage, votre bricolage à la maison, comment ça s'est passé hier soir avec vos enfants, là vraiment je vais décrocher, quand bien même j'aurais vraiment envie de vous écouter et de vous apporter l'attention dont vous avez besoin. Je peux y arriver, mais c'est très difficile. Donc moi, si je voulais faire des vidéos à la base, c'était pas du tout pour vous raconter ma vie ou vous parler de mes spécificités autistiques ou de mon expérience personnelle. Il y a déjà beaucoup de youtubeurs et de youtubeuses qui le font, et d'ailleurs j'en suis quelques-uns. Si vous êtes vraiment intéressé pour connaître toutes les spécificités de l'autisme, je vous recommande l'excellente chaîne de Alistair, j'arrive pas à le dire, mince, H-Paradoxae sur YouTube, qui a fait notamment une série de vidéos qui s'appelle Mieux comprendre l'autisme. Je vous la mettrai dans la barre d'infos. Vous trouverez aussi sur internet énormément de chaînes pour témoigner du quotidien des personnes autistes, notamment une chaîne que j'aime beaucoup qui s'appelle Dans les yeux d'April. Il y a aussi Asperger et Chien qui est vraiment pas mal, avec un format pour le coup de vidéo beaucoup plus court de environ 5 minutes. Voilà, moi c'est pas ça l'objet de ma chaîne, c'est vraiment une vidéo, on va dire, un peu exceptionnelle. Je voulais juste vous dire qui j'étais et d'où je m'exprimais. Parce que en fait, l'objet réel de mes vidéos, c'est de vous parler d'autisme, mais d'un point de vue de sciences sociales et de sociologie. En fait, je n'apprécie pas du tout la manière dont notre vécu est pathologisé par les médecins et les psychiatres. Même si, évidemment, je leur en tiens par rigueur, enfin ça dépend lesquels, mais disons que ça découle d'une certaine logique de la manière dont on a catégorisé l'autisme depuis qu'on reconnaît cet état. Donc ça me permet de vous introduire l'objet de ma première vidéo. On va dire que celle-là, c'est la vidéo 0. Il y aura une première vidéo. La première vidéo, donc j'aimerais vous parler justement de cette catégorie des autistes et de comment elle a été créée et comment elle a évolué avec le temps pour qu'on comprenne certaines idées reçues, comme il y aurait une épidémie d'autistes dans la population, il y en aurait de plus en plus, ou ce serait un phénomène à la mode. Donc l'objet de ma vidéo numéro 1, ce sera sur ces thèmes.
J'espère que vous avez apprécié ce premier petit entretien qu'on a fait. J'espère que je vous aurai convaincu de me suivre, de embarquer avec moi dans cette super aventure pour essayer de mieux comprendre l'autisme, mais d'un point de vue pas du tout psychiatrique. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne nuit peut-être si c'est le soir chez vous, et à la prochaine.